L'actualité en débat, c'est sur Géopolis Télévision. Vous êtes dans Géopresse, votre magazine d'analyse de questions d'actualité. Au menu pour aujourd'hui, la RDC doit-elle quitter la communauté d'Afrique de l'Est? Le pays a carrément boycotté le dernier sommet extraordinaire. L'EAC est-elle un milieu hostile pour Kinshasa? Quelle stratégie doit adopter le Congo pour tirer son épingle du jeu dans cette organisation sous-régionale? Je poserai la question à mes invités pour ce soir. Au menu également, les ADF Nalou, ces rebelles d'origine ougandaise n'ont plus aucun frein pour tuer les civils. Ils ont tué au début du mois de juin plus de 100 civils dans le territoire de Béni. Et pourquoi on a l'impression qu'on en parle très peu? C'est les deux thèmes de ce Géopresse de ce soir. Bonjour à tous et je m'empresse déjà pour saluer le plateau autour de nous, autour de moi. J'ai à ma gauche Don Momat. Bonjour Don. Bonjour Patrick Ilunga. Voilà, à ma droite, à votre gauche, fidèle téléspectateur, j'ai Fiston Oleko. Bonjour Fiston. Bonjour Patrick Ilunga. On va commencer déjà avec une question directe. Fiston Oleko, la RDC doit-elle quitter la communauté d'Afrique de l'Est? Merci beaucoup Patrick Ilunga pour l'invitation, mais aussi pour la parole. Je m'en vais directement dire non. La RDC ne doit pas quitter cette organisation sous-régionale parce que quand vous voyez la configuration de notre pays, vous allez vite comprendre que notre pays a 9 voisins, mais 5 voisins de ces 9 sont au niveau de notre flanc oriental, c'est-à-dire dans notre partie est. Donc, c'est-à-dire que dans plusieurs biens, dans plusieurs besoins, on va dire réels de nos populations, de nos concitoyens, sont justement satisfaits par des capitales qui sont justement dans ces pays. On voit le Soudan du Sud, on voit l'Ouganda, on voit Burundi, Rwanda et la Tanzanie. Donc, nous n'avons pas de raisons, jusqu'en ce moment, pour dire que non, on va couper les liens avec l'ensemble de l'organisation sous-régionale. Déjà, avec le Rwanda, on n'arrive pas à couper des ponts diplomatiques, mais pourquoi on couperait avec l'East Community, la communauté d'Afrique de l'Est? Bon, il faut dire aussi que la raison première pour laquelle la RDC a adhéré à cette organisation, ce n'était pas pour finir avec la guerre, parce que c'est ça la question fondamentale. Pour la guerre à l'Est, pour la position de certains pays de l'organisation sous-régionale, la RDC doit quitter bien évidemment la communauté de l'Afrique de l'Est. Moi j'ai dit non, parce que la raison première c'était pas ça, la raison première c'était l'intégration économique, l'intégration régionale dans le sens des échanges économiques entre le pays. Moi je vais vous lire l'intention du président de la République lorsqu'il prêtait serment lors de l'investiture de son premier mandat. Il a dit: nous engageons l'intégration de la RDC à la communauté des États d'Afrique de l'Est dont la majorité des pays membres sont frontaliers et avec lesquels nos citoyens à l'Est du pays engagent des échanges économiques importants depuis plusieurs décennies. En effet, ces opérations économiques de l'Est, ces opérateurs économiques de l'Est exportent et importent leurs marchandises à partir du port de Mombasa au Kenya et de Dar es Salaam en Tanzanie. La communauté économique d'Afrique de l'Est offre des avantages tarifaires et douaniers. Nous devons désormais en faire un atout pour le développement de notre pays. Voilà, donc c'est ça la raison première. Lorsque d'ailleurs le président prêtait serment pour son premier mandat, il n'y avait pas cette question du M23. Le M23, bien que ce n'était pas une victoire totale, ils étaient là, mais ils n'avaient pas le soutien qu'ils ont aujourd'hui du Rwanda. Je pense que nous devons garder des relations où notre participation à l'Afrique de l'Est, à la communauté de l'Afrique de l'Est, mais ne comptons plus sur cette organisation sous-régionale pour finir avec la question de l'Est. Si nous avons des conflits, avec deux pays, on va dire pratiquement deux pays de la sous-région, mais les 5 autres restent et nous n'avons pas de conflits directs avec eux. Et je pense réellement que nous devons rester dans cette organisation, mais ne plus compter sur elle dans des questions sécuritaires. Merci Fiston Oleko. La même question, je vais l'adresser à Don Momat. Don Momat, vous avez suivi Fiston et je vous pose tout de suite la question. Est-ce que le Congo doit quitter la communauté d'Afrique de l'Est?
Permettez-moi de ne pas répondre directement à votre question, mais de commencer par revenir sur ce que Fiston vient de dire tout à l'heure. Je crois que, et je suis convaincu que les motivations premières pour la RDC d'adhérer à cette communauté, c'était des motivations avant tout d'ordre sécuritaire. Puisque l'économie rime avec la sécurité et la sécurité vient en premier avant l'économie. Si au moment où nous adhérons à l'EAC, il n'y avait pas de conflit ouvert avec le Rwanda, cela ne dit pas qu'il n'y avait pas de conflit du tout. Il y a toujours eu des conflits latents depuis plusieurs décennies, aujourd'hui depuis les années 1990. Nous nous accusons mutuellement, les uns les autres, de soutenir, de créer des rébellions pour déstabiliser l'autre. Donc il n'y a jamais eu un moment de pause. Ok? L'insécurité est là. Puisque l'un des objectifs plutôt de l'EAC, c'est de travailler ensemble sur les questions de paix et de sécurité. Et c'est en réglant ces questions-là que l'on pouvait par exemple la RDC espérer, je crois que la RDC y est allée un peu plus avec beaucoup d'attentes, espérer qu'en réglant les questions sécuritaires, elle pouvait par exemple normaliser le commerce. Aujourd'hui, on accuse le Rwanda d'être la plaque tournante de minerais illicites qui quittent la RDC. Si on arrivait à établir la paix profonde avec le Rwanda, on espérait grâce à l'EAC, et donc on espérait pouvoir normaliser ces commerces. On espérait pouvoir traiter d'État à État et non d'État à des milices ou à des groupes armés. Malheureusement, en étant en plein dedans, nous venons de nous rendre compte que nous avons adhéré à nul autre qu'un club d'amis, ou on va le dire gentiment, nous avons adhéré à un club d'anciennes colonies britanniques, où au départ, nous n'avions vraiment pas grand-chose à y faire. Mais puisque nous y sommes, devrions-nous la quitter? La question que vous avez posée. Et moi, j'estime que on ne peut pas quitter une organisation aussi facilement comme ça. Parce que dans le moment où vous avez la parole, vous dites qu'on est allé, c'est-à-dire la RDC est allée dans une organisation où elle n'avait presque rien à y faire. Mais Fiston, l'écho vous a objecté tout à l'heure, en tout cas à ma question, que le Congo, le plus grand volume des échanges au Congo, c'est avec les pays de l'Est. Je vous donne un exemple. La frontière entre le Congo et le Rwanda, c'est on va dire, c'est la frontière qui est la plus fréquentée en Afrique. Par exemple, c'est des gros volumes d'échanges. Est-ce que ça, on doit jeter ça en l'air comme ça? Mais est-ce que ces échanges-là ont été occasionnés par notre intégration dans l'EAC? Non, ces échanges-là existent depuis des siècles. Depuis que nous sommes deux pays frontaliers, le peuple rwandais et congolais ont des échanges commerciaux. Ce sont des choses qui existent et chaque pays en tire sa part de profit. Et donc, ce n'est pas l'EAC qui est venu booster. Bien que nous espérons que, en adhérant à l'EAC encore une fois, nous allions encore davantage booster ce qui est déjà existant. Puisque il y a d'ailleurs un problème qui se pose. Lorsque vous partez dans tous ces pays, vous verrez par exemple que les infrastructures sont un peu développées, surtout aux frontières. Ok, quand j'ai dit que la RDC est allée avec beaucoup plus d'attentes que des choses à donner. L'infrastructure est un peu développée dans le pays frontalier, Rwanda, Ouganda. Tandis que lorsque vous venez de la RDC, puisque si nous sommes allés pour échanger, pour intensifier nos échanges, lorsque vous venez du côté de la RDC, lorsque vous quittez Goma pour aller rejoindre d'autres villes un peu plus profondes, dans la profondeur ou un peu plus profonde, ou des milieux reculés, vous y allez par quelle route? Or, si on estimait que c'était pour les échanges commerciaux, on aurait dû en fait commencer par les infrastructures chez nous. Parce que tout ce que nous allons prendre de ces pays, Kenya, Rwanda, Ouganda, Burundi, ne peuvent pas se consommer uniquement dans des grandes villes frontalières. L'intérêt serait que ces marchandises-là puissent atteindre le Congo profond et qu'aussi en retour,
nous puissions faire sortir tout ce qui est du Congo profond pour l'extérieur. Mais ce n'est pas encore le cas. Et donc, en quoi pouvons-nous ici affirmer que nous y sommes allés pour des intérêts commerciaux? Ce n'est pas vraiment ça. C'est que moi, ce n'est pas vraiment ça. Ce n'est pas vraiment ça. Écoutez, vous avez dit ici que par exemple que depuis longtemps le Rwanda a commercé avec la RDC. Le problème c'est quoi? C'est que dans ce commerce-là, quand vous partagez les idéaux d'une même organisation, on va bénéficier des avantages douaniers, on va bénéficier des facilités justement avec l'objectif, parce que quand vous lisez les objectifs de l'EAC, c'est aussi la création d'un marché commun. Quand on parle de la création d'un marché commun, c'est la suppression de certaines taxes, c'est la suppression de certaines obligations. C'est ça l'objectif premier de notre adhésion à l'EAC. Voilà, Fiston Leko. Donc, vous avez la parole. Je pose une question, je profite pour vous poser une question. Est-ce que le fait que dans l'EAC, l'Ouganda, le Rwanda et le Kenya aujourd'hui se montrent un petit peu hostiles au Congo ne pose pas de problème? La guerre, c'est pas seulement les armes, il peut y avoir de guerres économiques aussi. Justement, mais moi je pense, jusque-là, nous ne sommes pas encore là. Parce que si on parle de guerre économique, on voit les voies bilatérales. Parce que vous allez vous souvenir qu'ici, nous avons signé, là, c'est la logique même de Domomat, nous avons signé des accords avec le Rwanda. Après les attaques et les agressions avérées par les experts de l'ONU, avérées par la RDC a carrément coupé. On n'a plus Rwandais ici sur nos aéroports. On n'a plus des facilités qu'on avait instaurées dans les postes frontaliers entre la RDC et le Rwanda. Mais jusque-là, nous sommes toujours au niveau de la guerre sur le théâtre des armées. Nous ne sommes pas encore entrés, on va dire, vraiment dans une guerre ouverte avec ces deux pays-là sur le plan économique. C'est avec le Rwanda, comme je l'ai dit ici. Mais c'était justement la suppression des effets qui ont été créés par la volonté de Tshisekedi. Parce que c'était son initiative du président Tshisekedi de normaliser les relations ou d'avancer dans la normalisation des relations économiques entre la RDC et le Rwanda. C'était le bilatéral. Si nous avons le problème avec l'Ouganda, s'il y aura des guerres, ça sera une guerre économique entre l'Ouganda et la République démocratique du Congo. Pourquoi moi j'ai dit que c'était d'abord économique? Parce que je l'ai dit ici, la plupart des pays de l'Afrique de l'Est sont à alimenter par les deux ports, les ports du Kenya, de Mombasa, et les ports de Dar es Salaam de la Tanzanie. Et quand vous êtes dans cette organisation, vous allez justement bénéficier des facilités douanières. Voilà. Donc nous ne sommes pas encore arrivés à une guerre économique avec l'ensemble des membres, des États membres de la pays de l'Afrique orientale, mais nous avons des problèmes justement avec des pays comme le Rwanda. Et là déjà, je vois la rhétorique politique de la République démocratique du Congo commence déjà à titiller l'Ouganda. Voilà, pour l'information, il faut dire que pendant ce temps, au sud Kivu, il y a eu des constructions de grands ports, on va dire des postes frontaliers pour accroître les échanges avec le Rwanda en même temps, pendant la guerre. La question que je vous pose maintenant, il y a eu une théorie qui avait été véhiculée beaucoup plus par l'ancien vice-premier ministre Lutundula qui disait on a choisi d'aller dans la communauté d'Afrique de l'Est parce que c'est là que le Rwanda se fait entendre. Et nous sommes partis là-bas pour faire entendre la voix du Congo. Même ça, ça ne vous convainc pas? Oui, le Rwanda s'est fait entendre par rapport à quoi? Le Rwanda, la principale revendication du Rwanda, ce n'est pas une revendication économique. Voilà pourquoi, ça vient juste confirmer ce que je vous disais tout à l'heure, que en allant là, selon l'affirmation de Lutundula qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque, il dit que le Rwanda s'est fait entendre très bien au niveau de l'EAC. Allons-y, peut-être qu'ils vont également entendre notre voix, il y aura deux voix de l'équilibre, et donc c'était pourquoi le Rwanda il s'est fait entendre par rapport à quoi? Par rapport à l'insécurité. Le Rwanda a toujours présenté la RDC comme une menace pour sa survie, en ce sens que la RDC n'arrive pas à éradiquer le FDLR, qui représente une menace pour le Rwanda. Et donc ce n'est pas une question économique à la surface. L'économie, je crains. Non, ce n'est pas ce que... Non, en fait, les deux vont ensemble. Vous l'avez dit. Les deux vont ensemble. Oui. Je ne suis pas contre ce que vous dites. Oui. Les deux vont ensemble. Ok? Les deux vont ensemble.
Mais la sécurité, même si on ne le dit pas sur papier, même si ce n'est pas ce que l'on dit, mais c'est ça en fait la vraie réalité. Voyez-vous, la diplomatie, il y a ce que l'on nous dit et ce qu'on ne dit pas qui est la vraie facette de choses. Je peux vous donner un autre exemple. Bien entendu, on va revenir là-dessus un peu en profondeur en abordant le deuxième sujet. Aujourd'hui, on parle de l'opération Shuja. Oui. L'opération entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise. Voilà. Cette opération, c'est pour la sécurité. C'est pour la sécurité. C'est pour lutter contre les ADF. Mais elle a après un volet économique. Parce que justement, dans le cadre des accords bilatéraux avec l'Ouganda, nous avons décidé de créer des routes. Justement dans le cadre de l'EAC, si on doit aller encore plus loin. Et la société qui a gagné le marché, c'est une société ougandaise. Et donc, pour sa sécurité, pour sécuriser son investissement, l'armée ougandaise va s'engager également dans cette opération. C'est le deuxième volet de l'opération Shuja. Et donc, j'ai dit ici que l'économie et la sécurité vont de pair. Ce sont deux choses qu'on ne peut pas dissocier. Et la sécurité a la suprématie sur l'économie. Et donc, en intégrant l'EAC, nous voudrions d'abord normaliser nos rapports avec nos voisins sur le plan sécuritaire, chercher à mettre fin aux conflits ouverts ou cachés pour à ce moment-là permettre à ce que l'économie puisse être prolifique pour tout le monde. Voilà ce que je suis en train de dire. Voilà. Mais là, je note aussi que nous avons le même point de vue parce que vous n'êtes pas aussi d'accord qu'on quitte l'EAC aussi facilement comme ça. Voilà, Fiston Lego, vous qui prônez que la RDC doit rester dans la communauté d'Afrique de l'Est, cette communauté prône aussi l'union monétaire. C'est-à-dire que l'intégration doit aller jusqu'à l'intégration économique, avoir la même devise. Est-ce qu'aujourd'hui, on est en mesure, on est prêt en tant que RDC, à avoir la même devise avec tous ces pays-là? Bon, on doit aller jusque-là. Je pense que... Parce que ce sont des piliers de la communauté d'Afrique. Justement, je pense que c'est possible. Nous voyons comment ça marche avec l'espace CEMAC, avec le franc CFA, oui. Avec même l'Afrique de l'Ouest. Les francs CFA qui est utilisé dans beaucoup de pays de l'Afrique de l'Ouest, jusqu'à même dans l'Afrique centrale. Donc, je ne trouve pas d'inconvénient. Mais la grande question qui se pose en ce moment-là, c'est que qu'est-ce que la RDC donne? Parce que quand on parle des relations économiques entre États, c'est un rendez-vous, comme on dit, du donner et de recevoir. Oui. Qu'est-ce que la RDC va donner et dans quelles conditions? Nous sommes, comme je l'ai dit, notre partie orientale est ouvert à cette sous-région de l'Afrique. Et la RDC aujourd'hui, avec toutes ces questions d'insécurité, à partir de l'Ituri, Nord Kivu, voire même les Sud Kivu, récemment on a entendu les bruits du M23 au niveau du Sud Kivu, ne permet pas qu'il y ait ces climats d'affaires, climat des affaires, qui encouragent justement des investissements locaux et qui vont faire en sorte qu'il y ait la production qui permettra la RDC aussi d'être au rendez-vous des données et de recevoir dans la sous-région. C'est ça le grand problème. Si on va à la va-vite dans cette idée, qui n'est pas mauvaise, je répète, on va être justement un peu à la merci des États voisins qui sont membres de la sous-région de l'Afrique de l'Est. Donc moi je pense, et c'est en ce point-là que je rejoins justement de mon mat, nous devons d'abord, si pas vider, avancer dans la question sécuritaire, avoir quand même une paix dans beaucoup de coins de la région, dans notre région orientale de la RDC, pour estimer se lancer dans ces démarches-là. Sinon, nous serons, parce que quand on va dans cette partie de la République, avant même la guerre, il y avait de ces coins-là où la monnaie, par exemple les shillings ougandais, était utilisée comme vraiment la monnaie de la République démocratique du Congo, alors que nous étions déjà, justement, alors que nous étions déjà dans un territoire qui est vraiment de la RDC. Tout cela pourquoi? Parce que les gros des produits manufacturiers
venaient justement de l'Ouganda et entraient en RDC parce que les parties là qui frontalières avec l'Ouganda, il y avait l'insécurité et beaucoup d'investisseurs ne veulent pas venir là. Ils atterrissent justement dans des pays voisins pour exploiter. Voilà, maintenant que on est dans la logique de rester, mais comment gérer le fait que l'Ouganda est un petit peu hostile? Il y a le président de l'Assemblée nationale qui le dit tout haut, hein? Il le dit, l'Ouganda c'est aussi un agresseur. Le Kenya, il y a des experts qui disent que le Kenya est aussi passé dans le camp ennemi. Comment gérer toutes ces hostilités en étant dans une même organisation? Moi, je pense que c'est le gros du travail que le gouvernement congolais doit faire avec son département des affaires étrangères. C'est de pouvoir mener un rôle à l'interne de cette organisation parce qu'on ne choisit pas les voisins, malheureusement. Tout ce qu'on peut dire, c'est que ce sont nos voisins. Nous devons vivre avec eux. Si on s'est fait des ennemis contre tous nos 5 voisins, vous voyez un peu dans quelle situation nous allons faire vivre nos compatriotes qui vivent dans ces parties-là de l'Est et de la République démocratique du Congo. Moi, je pense que nous devons continuer à être dans cette organisation, ça je l'ai déjà dit, mais aussi savoir jouer diplomatiquement pour que notre voix aussi soit entendue. On l'a fait avec la question du M23, avec le Rwanda qui le soutient. Nous voyons aujourd'hui que ce qui n'était pas vraiment avec la même ampleur le cas avec le M23 lorsqu'on l'a vaincu, on va dire comme ça, relativement vaincu en 2013, que les chancelleries du monde disent tout haut au Rwanda de cesser de soutenir le M23. C'est quand même un travail qui a été fait. Et moi, je pense que ce travail, ce n'est pas impossible. Ça peut aussi se faire au niveau interne dans l'EAC pour que notre voix soit aussi entendue, comme c'est le cas avec le Rwanda, comme ça s'est dit souvent, que le Rwanda, sa voix est écoutée au sein de la sous-région. Moi, je crois que c'est possible. C'est un travail, ce sont des objectifs que nous devons nous fixer pour que nous ayons aussi voilà, un mot à dire dans cette partie de la sous-région, parce que on ne va pas dire que tous les 7 pays qui sont au sein de l'EAC s'entendent parfaitement bien. Nous avons vu récemment ici, même entre le Rwanda et l'Ouganda, ça n'allait pas. Nous avons vu le Rwanda et le Burundi, les guerres économiques, ça n'allait pas. Et on disait d'ailleurs, l'une ou l'autre raison, c'était parce que l'Ouganda s'est engagé avec la RDC. Dans un autre volet, on disait c'est parce que la RDC s'est engagée avec le Rwanda. Donc moi je pense que c'est possible que nous restions à l'intérieur de l'EAC en jouant aussi un rôle pour que notre voix soit entendue. Il n'y a que 2 ans que nous faisons partie de cette organisation et nous avons encore du chemin à faire. Voilà, Fiston Leko est clair dans mon mat, dit qu'on doit s'engager. Vous dites qu'on doit quitter ou on doit rester? En une phrase. Quitter, ça renverrait un peu l'image d'un enfant capricieux à qui, à la moindre secousse, commence à bouder tout le monde. Donc on doit rester. Bien évidemment, même si nous y sommes engagés un peu à la va-vite. Tout à l'heure, on disait par rapport à la monnaie unique, tout à l'heure, Fiston l'a relevé, qu'est-ce que nous on produit en échange pour vendre? On a ouvert un marché de 100 millions de personnes aux 7 autres pays, mais qu'est-ce que nous leur donnons, qu'est-ce que nous vendons? Nous avons 230 millions de potentiels consommateurs de nos produits, mais qu'est-ce que nous avons à leur offrir? Nous nous sommes engagés un peu précipitamment, mais nous ne pouvons pas non plus commettre la même erreur d'y quitter précipitamment. Voilà maintenant la question que je vous pose. Comment gérer maintenant le fait que le Rwanda déstabilise le pays, l'Ouganda héberge le M23 et que le Kenya a hébergé les autres groupes là, le Nanga et autres? C'est ouvertement un champ hostile. Comment gérer toutes ces hostilités-là? Au fait, il faut dire que malheureusement le monde est ce qu'il est aujourd'hui. C'est une question d'intérêt. Il n'y a nulle part ailleurs, il n'y a nulle part au fait où vous allez vous retrouver et que l'on commence à vous amadouer.
il faut faire avec, il faut commencer par s'imposer en tant que pays fort au sein des organisations, puisque lorsque vous prenez par exemple les États-Unis aujourd'hui, au sein des Nations Unies, quand ils parlent, en fait, beaucoup tremblent. Parce que en soi déjà, les États-Unis est parvenu à devenir ces pays forts dans le monde. Donc, il y a un grand travail à faire, d'abord en tant que nous-mêmes, en tant que peuple, qu'on soit un pays imposant, un pays fort, qui a une armée républicaine, qui a une diplomatie agissante. Et ça, je crois que, comme tout à l'heure on le disait, le président en a conscience, ceux qui gèrent le ministère des Affaires étrangères en ont conscience. On doit travailler sur tout ça et après, il revient plutôt à ceux qui sont des spécialistes de travailler, puisque c'est possible de vivre avec des gens qui nous sont hostiles. Déjà que ça fait plus de 30 ans, disons, on vit avec des pays qui nous font tout le temps la guerre, mais on vit quand même avec eux. On n'a pas déplacé les bornes frontalières. Elles sont toujours là et on continue à vivre. De même en étant dans une institution où les gens vous sont hostiles, comme je l'ai dit, lorsque vous travaillez sur vous-même, déjà dans votre pays, et vous parvenez à vous imposer par la suite, les choses vont se régler de soi-même. Du moins, imposez-vous en pays solution. On dit de la RDC que nous sommes un pays solution. Imposons-nous en pays solution. Si le Kenya a besoin de quelque chose, si le Rwanda a besoin de quelque chose qu'ils ne peuvent trouver nulle part qu'ici, ils ont deux possibilités. Nous faire la guerre ou négocier. Si on a travaillé notre armée, puisque on a tous entendu et on leur a dit encore, Kiwis Pakem Parabellum, pour avoir la paix, il faut avoir une armée forte, républicaine. Et donc, si on a une armée forte et républicaine, et il y a beaucoup d'efforts qui sont d'ailleurs faits en ce sens-là, avec les renouvellements, les recrutements de nouvelles unités, le réarmement de l'armée et toutes les lois qui vont avec, ça va progressivement venir jusqu'à ce que nous aurons quand même une armée forte. Et donc, si vous avez une armée forte, les gens vont venir négocier. Ils vont venir négocier lorsque vous vous présentez comme un pays solution. Et en ce moment-là, vous serez également écouté. Sans ça, s'il n'y a pas tout ça, en fait, on ne pourrait que se rendre compte de comment nous sommes un pays qui va se disloquer. Voilà, et l'union monétaire, une devise unique. C'est-à-dire que la même monnaie au Rwanda, et au Congo, et au Burundi et ailleurs. Est-ce que vous... Je vous ai dit tout à l'heure, bien que très rapidement, je vous ai dit tout à l'heure que en fait, on ne peut pas y aller précipitamment. Déjà que nous sommes un pays qui ne produit pas. Nous avons plusieurs ministères ici, industrie, mines, et tout ce que vous voulez, budget, tout ce que vous voulez. Mais en réalité, nous ne produisons absolument rien. Nous ne produisons pas ce que nous consommons. Même le mine sur lequel nous appuyons, quand même du foufou. L'huile de palme. Même les mines sur lesquelles nous appuyons. Quand même du foufou le matin, vous avez mangé le foufou qui... Oui, c'est-à-dire c'est pas en quantité, c'est pas industriel. C'est pas en quantité industrielle, c'est pas en des quantités qui nous permettent de faire d'abord l'autosuffisance et puis exporter. Justement. Oui, effectivement. Et donc, tant que nous n'avons pas cette capacité de produire, voilà. Nous devons aller également pour les autres. Nous devons tout simplement un marché pour les autres. Et déjà que comme nous le sommes pour nos frères indo-pakistanais, comme nous le sommes pour le Libanais, comme nous le sommes pour le Nigérian, le Sénégalais, et donc, nous les deviendrons tout simplement pour les autres membres de l'EAC. Et ça ne nous profitera en rien. Ça va davantage. Dans une certaine mesure. Hélas, dans une certaine mesure, nous le sommes déjà, oui, et cela ne fera que nous appauvrir plutôt que de nous sortir de la pauvreté dans laquelle beaucoup de Congolais sont plongés. Merci beaucoup. Venons-en maintenant à notre deuxième thème. Vous le savez peut-être, les ADF, ces rebelles ougandais ou bien ces terroristes d'origine ougandaise établis dans les forêts du Congo depuis 1995
ont tué, en tout cas au début du mois de juin, plus de 100 personnes. Et le comptage macabre n'en finit pas. L'année passée, on parle déjà de plus de 1000 morts tués par ces ADF. Les ADF, c'est le groupe armé le plus meurtrier. Mais pourquoi? D'abord, Fiston Lego, quelle stratégie pour venir à bout de ces rebelles? Vous savez, quand on parle par exemple du M23, et déjà on a recommencé à parler de ça il y a 3 ans. Mais nous sommes tous focalisés sur le M23, alors qu'il y a d'autres groupes rebelles, il y a d'autres groupes hostiles à la RDC qui sèment vraiment la terreur. Mais ces questions-là sont vraiment, on va dire, les cadets des soucis de plusieurs de nos autorités. Moi, ça me chagrine. Et ici, vous vous dites que non, c'est avéré que les EDF ont tué dans les 3 dernières années plus que tout autre groupe armé, plus que toute autre force négative qui écume les populations dans l'Est de la République démocratique du Congo. Je commence à imaginer que le M23 nourrit les discours politiques, nourrit les discours électoralistes, au point qu'on a déjà désigné un ennemi, on a déjà désigné le bourreau, et il y a facile à l'attaquer. Et là, dans la population, on va dire, une cote. C'est malheureux. Quand on fait comme ça, c'est comme si on sacrifie la population et on l'utilisait comme une monnaie d'échange. Et c'est cruel. Moi, je pense que nous devons prendre la conscience et la mesure de la question. Et c'est de telles révélations doivent nous interpeller. À côté des EDF, il y a d'autres groupes, et notamment en Ituri. Moi, j'ai dit toujours les Codeco, qui ici en 2022-2023, ils ont massacré plus de 60 de personnes. Et puis comme ça, 3, 4 fois, 5 fois, en 1, 2, 3 mois. Et on est focalisé sur le M23. C'est comme si, une fois qu'on finit avec le M23, il n'y aura plus l'insécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. C'est ici les lieux. Moi, je pense réellement que le problème de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est d'abord les Congolais. On peut tout dire. On peut indexer tout autre pays. Quand on parle de M23, c'est d'abord les Congolais. Dans le M23, il y a les Congolais qui sont de l'Ouest. Là, je vois Willy Ngoma. Il est ici du Grand Bandundu. Mais il se retrouve dans le M23, dans l'Est de la République démocratique du Congo. La problématique de l'insécurité, c'est d'abord les Congolais. Et pourquoi je ne sais pas, cette manie de se focaliser sur le M23, moi j'ai dit, c'est purement politique et ce n'est pas bien. Nous devons vraiment changer le fusil d'épaule. Pour revenir à votre question, comment finir avec cette question de l'EDF? Déjà, il faut dire que l'opération Soudja a échoué. On a commencé avec ça depuis novembre 2021. Aujourd'hui, nous allons vers la 3e année. Ça n'a pas marché et ça ne marche pas. Récemment, ici, le 7 juin, on a vu des massacres de plus de 80 personnes. L'État congolais a été forcé à écrire un communiqué, on va dire, qui fait de manière lapidaire. Lapidaire comme ça. On n'est pas entré dans derrière les communiqués. Derrière les communiqués, rien. Jusque-là, aucun deuil. On n'a pas organisé des obsèques comme c'était le cas. Même pas une délégation envoyée. Même pas une délégation envoyée à Béni. Je dis, mais voilà, la politique, les politiciens ont leurs priorités, ont leurs objectifs. Là, c'est aussi ça le débat. Mais moi, j'estime que nous devrons faire en sorte d'occuper nos compatriotes, surtout les jeunes de l'Est de la République démocratique du Congo. Je commence à imaginer que c'est ça la solution, une solution locale, c'est occuper nos jeunes de l'Est de la République démocratique du Congo, parce que on peut beau faire des programmes PDDRC, PDDR quoi, on a commencé avec ça depuis longtemps, ça ne marche pas, justement parce que le gouvernement n'intervient pas en termes de financement, on revient toujours dans les mêmes travers. Moi je crois, on a vu ici avec Kanyamaka Sissi, et ça marche, le gouvernement a initié le service national, on voit les jeunes qui apprennent et deviennent utiles avec l'encadrement justement de ce service-là. Moi je crois qu'il faut étendre cette initiative, ça devienne encore beaucoup plus sérieux et national, pour que nous ayons des jeunes qui sont réellement occupés, qui sont réellement outillés dans le sens des métiers, pour éviter, avoir quand même une raison dans la société de ne pas
s'est livré dans des offres des groupes armés, dans des offres des groupes terroristes comme les EDF, parce qu'il est aujourd'hui établi que c'est un groupe terroriste qui avait commencé comme un groupe hostile au régime de Kampala. Et aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'ils ont trouvé au Congo, si pas le lait et le miel, pour s'attaquer maintenant contre les Congolais. Et jusque-là, la RDC, nous sommes incapables d'identifier réellement l'ennemi. Avant même qu'on parle aujourd'hui de M23, c'était les présumés EDF. Dans chaque attaque, c'était toujours les présumés EDF. Donc, nous ne savons pas même exactement identifier l'ennemi dans cette affaire. Bon, avec le M23, on a identifié l'ennemi. Voilà pourquoi nous sommes vraiment focus de ça. Moi, je crois qu'il faut occuper nos jeunes, nos compatriotes jeunes dans l'Est de la République démocratique du Congo, et ils auront une raison de ne pas attraper des offres qui s'offrent à eux permettez-moi la tautologie, dans cette partie du pays. Voilà, merci Fiston Oleko. La question, je l'adresse aussi à Domomat. Ça fait 10 ans, à peu près 10 ans, depuis 2014, que les tueries, en tout cas en Ituri et dans la région de Beni, le territoire de Beni, sont presque quotidiens. Et avant, Fiston l'a dit, avant on disait présumé ADF, maintenant dans les communiqués officiels, on dit vraiment que ce sont des ADF. Quelle stratégie pour venir à bout de ces terroristes? Il faut d'abord dire que sur la question de ZADF, il y a deux choses que l'on peut relever. La première est que on voit bien que le gouvernement veut cacher à sa population son incapacité à pouvoir éradiquer le mouvement rebelle. Et donc, on va se focaliser juste sur une seule rébellion, qui est le M23, et on va oublier tout le reste de groupes armés. Sinon, la population serait plus exigeante en vous disant, oui, vous combattez le M23, mais que faites-vous pour le ZADF? Que faites-vous par rapport au Codeco? Et donc, le gouvernement nous a fourni sur le plateau le M23 et on doit s'en contenter. Pourtant, le ZADF, autant que le M23, représente une sérieuse menace, non seulement pour la RDC, mais aussi pour la région tout entière. Vous le savez bien plus que moi que les ZADF ont prêté allégeance à l'État islamique en 2019. Et selon plusieurs rapports, ils bénéficient d'un soutien financier de l'État islamique. Et c'est un mouvement qui est porté par des islamistes radicaux. Ok? C'est autant de facteurs qui en font un mouvement dangereux. Prendre au sérieux. Effectivement. Et il y a aussi une autre chose. Et c'est là que se pose la difficulté à gérer cette situation. Parce que avec le M23, on est dans une sorte de guerre traditionnelle. Vous avez pris Bunagana, vous voulez prendre Ksake, Goma, il y a des lignes de front. Tandis qu'avec le ZADF, c'est pratiquement de la guérilla. C'est une guerre asymétrique. Ce sont des gens qui opèrent en groupe de 6, 10 individus qui vont en tenue civile, comme on l'a vu récemment, même, ils sont même allés jusqu'à Ouganda, à 2 km de la frontière avec la RDC, où ils ont tué près de 42 personnes, la plupart des étudiants en attaquant un lycée. Et donc, ils opèrent comme ça, rapidité, anonymat, en connaissance du milieu. Et la deuxième chose, rappelez-vous, j'ai dit qu'il y a deux choses sur cette question de ZADF. La première, c'était le besoin pour le pouvoir en place, ou le gouvernement de cacher son incapacité à rétablir la sécurité dans tout le pays. Oui, et la deuxième chose qui va avec, c'est l'absence de l'autorité de l'État. Puisque dans la plupart des zones occupées par le ZADF, vous vous rendrez compte qu'il n'y a jamais eu ni policiers, ni FRDC, ni service de renseignement. Ce sont
tellement que nous avons un pays immense, ce sont des endroits qu'on a laissés comme ça, à l'abandon. Et ce sont des milieux, c'est dans des milieux comme ceux-là que prolifère le ZADF. Et donc, relever ces deux choses revient à donner les pistes de solutions. La piste de solution, c'est qu'il faut qu'il y ait d'abord, on doit réinstaurer l'autorité de l'État sur toute l'étendue du territoire. L'instauration de l'autorité de l'État passe par la présence de ce qui représente l'État. C'est l'armée, c'est la police. Les cours et tribunaux. Les cours et tribunaux. Il faut d'abord réinstaurer ça dans tout le coin et recoin du pays. Sans ça, on ne parviendra à rien. Puisque c'est à ça qu'on s'est d'ailleurs habitué dans toutes les guerres. Le FARDC, on vous l'apprendra, nous avons une armée forte, il faut le souligner. Elles vont reprendre XY localités. Après, c'est 100 coups de balle que les rebelles vont reprendre ça. Ou bien vont conquérir une localité. Pourquoi? Tout simplement parce qu'il n'y a aucun militaire, il n'y a aucune présence de l'État. Et donc, il faut d'abord ça, réinstaurer l'autorité de l'État. Et aussi après, il faut mettre en place des stratégies pour déconnecter les ADF des gens, des milieux dans lesquels ils vivent. Parce qu'au fur et à mesure que le temps passe, ces gens-là ont créé une certaine affinité avec les populations locales. Ce n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Je peux ici vous dire que si vous passez assez de temps avec un terroriste qui vous a pris en otage pendant un certain temps, psychologiquement, selon les études, vous allez développer une certaine sympathie pour lui. À tel point que vous risquez même de devenir son protecteur à votre tour. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui avec les ADF. Ces gens-là, ils font partie de la population. Et là, j'ai rejoint ce que Fiston disait tout à l'heure. Les Congolais sont le premier responsable de maux qui leur arrivent. Parce que ces gens-là, ils se sont tellement plongés dans la population, ils ont créé une telle affinité avec la population, que quand ils opèrent, on ne sait pas les distinguer, on ne sait pas les différencier de la population, puisqu'ils marchent, ils sont habillés, ils font tout comme les populations du milieu. Et donc, il faut arriver pour l'État à créer des stratégies pour amener la population à se dissocier. La population doit notamment collaborer avec les services de sécurité. Justement. Effectivement. Voilà, Fiston Oleko, on ne peut pas dire non plus que rien n'est fait parce qu'il y a eu une opération. J'imagine que c'est une opération qui coûte beaucoup d'argent, une opération conjointe entre l'armée ougandaise et l'armée congolaise. Vous l'avez dit, ça fait 2 ans et 7 mois que cette opération existe. Quand même, qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce qu'on doit carrément annuler ou bien redéfinir cette opération? Bon, moi je suis déjà, on va dire, dubitatif face à cette opération. Si déjà vous avez fait 2 ans et 7 mois, comme vous l'avez dit, vous ne trouvez pas de solution à des problèmes tels que cette question-là, c'est déjà un échec. Parce que quand on dit ici, Momata a dit que ces gens-là sont dans la population. Ce sont des gens, d'ailleurs quand nous voyons des images, ce sont des gens qui ont des coins où ils s'entraînent. Parce que tuer, il faut quand même que vous soyez initié à l'arme. Il faut quand même que vous soyez doté de cet état d'esprit-là de tuer même avec la machette. Parce que... Et surtout, ils opèrent avec la machette pour ne pas créer des bruits. Justement. Et moi, je pense que des vrais services, il faut rétablir l'autorité de l'État, comme a dit Momat, parce que des vrais services de l'État, on le voit d'ailleurs ici à Kinshasa, ce sont des services qui vivent avec nous dans les cités. Ce sont des services que nous rencontrons dans des grandes places publiques, des victoires et tout. Qui doivent infiltrer la société. Qui doivent infiltrer justement la société. Soit ces services-là ne sont pas opérationnels dans ces coins de la République, soit il y a justement un abandon. Moi, j'estime que aujourd'hui, cette opération doit, à la limite, si pas cesser avec ça, soit redéfinie, soit rééquipée, mais aussi on va quand même augmenter le nombre des soldats congolais et ougandais qui font partie de ces forces-là. Comme je l'ai dit tantôt, ça ne va pas.
Et quand on voit des militaires qui sont envoyés là-bas, quelles relations ont-ils avec les populations locales? Ça aussi, ce sont des questions qu'il faut se poser. S'il faut continuer avec ça, il faut redéfinir justement, rectifier les tirs, voir une autre manière de pouvoir faire. Pourquoi pas aller dans ces systèmes-là des réserves militaires comme on a avec ces groupes de Wazalendo qui connaissent bien les milieux et qui essaient un peu d'aider les FARDC contre les M23. Si on adopte aussi ce système, travailler avec des Congolais qui sont dans des milieux pour essayer un peu de débusquer ou de démasquer ces EDF, parce que ce sont des gens qui vont au marché avec les Congolais, qui empruntent des motos avec des Congolais, qui souvent mangent avec des Congolais, et les soirs ce sont d'autres personnes. D'ailleurs, ce sont des gens que certains Congolais connaissent très bien. Et moi je pense qu'il faut travailler avec des Congolais aussi dans ce sens-là pour arriver à bout. Parce que quand on va dans les tout militaires, on a vu déjà ce que ça donne après 2 ans. Ça ne donne pas des résultats probants. Mais je pense qu'il faut aller avec des Congolais pour que cette force négative soit amenée à bout. Dans mon maths, est-ce que vous allez dire comme Fiston qu'il faut redéfinir l'opération Shuja? Parce que vous l'avez évoqué un petit peu, l'opération qui existe depuis près de 3 ans. Avant, il y avait même des communiqués qui étaient rendus officiels comme quoi les ADF ont été très affaiblis, ils ne peuvent plus opérer normalement. Mais aujourd'hui, on voit que ça continue. Est-ce qu'on doit carrément redéfinir cette opération ou peut-être écarter les Ougandais, continuer entre Congolais? Qu'est-ce qu'on doit faire justement avec cette opération Shuja? Déjà, on doit se mettre à l'esprit en tant que Congolais que la plupart de nos voisins, en particulier de l'Est, la plupart d'entre eux n'ont aucun intérêt que prenne fin la guerre de l'Est, puisque cette guerre nourrit beaucoup de pays. Mais pour les ADF, on ne peut pas faire cette affirmation parce que les ADF aussi même en Ouganda. J'y arrive. Oui. J'y arrive. Soyez calme. Oui. J'y arrive. On doit d'abord se mettre à l'esprit que nos nombreux voisins, la plupart de nos voisins, n'ont aucun intérêt que la guerre finisse totalement en RDC, puisque c'est là l'heure est profitable. Rappelez-vous, je vous disais que l'opération Shuja a un volet économique. Ce n'est pas pour tuer les ADF, les exterminer. C'est pour sécuriser l'investissement ougandais en RDC. Et au niveau de Beni, aujourd'hui, il faut l'affirmer que cette opération a effectivement réussi à déloger, à faire quitter les ADF de Beni. Mais c'est là, les a amenés à se reconcentrer sur d'autres endroits et sur des vastes pans des territoires où ils opèrent aujourd'hui, plus que hier, avec beaucoup d'atrocités, oui. Parce que si on les a repoussés, c'est le seul succès que l'on peut attribuer à cette opération Shuja. Et ça peut contenter les amis avec qui nous opérons. On les a repoussés de Beni. Mais ça n'a pas mis fin aux actions des ADF. Cela n'a pas mis fin au massacre des ADF qui se sont même permis d'aller titiller l'armée ougandaise chez eux en attaquant, ce qui est dommage, un lycée, comme je l'évoquais tout à l'heure. Et donc, clairement, on voit bien que cette opération n'avait déjà pas une portée très grande, comme on peut s'imaginer, n'a pas été une réussite. Et aujourd'hui, avec le dernier rapport de l'ONU, des experts de l'ONU qui est apparu, où on place également nos amis ougandais dans le même sac que nos amis rwandais pour ce qui est du soutien du M23. C'est là que je dis que la plupart des pays voisins n'ont aucun intérêt que la guerre puisse totalement finir, puisque c'est aujourd'hui les business. On est dans les business de la guerre. Et donc, il est impérieux, et je crois que c'est que le gouvernement tient à faire. Ce n'est plus un secret que le Congo tient à vouloir mettre fin à cette opération, puisqu'elle n'a pas amené les effets escomptés pour le Congolais, parce que le Congolais continue à souffrir le martyre des ADF.
Et donc, c'est une opération qu'il faut révisiter. Et pour les milieux sécuritaires, dans les milieux sécuritaires au Congo, en tout cas, on tient vraiment à y mettre carrément fin, que l'armée ougandaise, puis bagage, rentre en Ouganda, que nous-mêmes, au Congo, nous puissions nous concentrer sur ces rebelles. Puisque parfois, il y a des choses écœurantes et marrantes qui se font. Tout à l'heure, vous évoquez des communiqués. Il y a des choses qui sont à la fois écœurantes et marrantes, puisque nous parlons de la guerre, qui se sont passées dans cette opération. Rappelez-vous, en septembre dernier, par exemple, le président Museveni tweetait que 200 ADF ont été tués. 200 ADF ont été tués dans des bombardements. Je vous ai tout à l'heure dit, et ça c'est ce que tous les rapports des experts disent. Les ADF n'opèrent plus depuis des années comme une armée traditionnelle. Elles sont dans une guerre asymétrique. Comment pouvez-vous bombarder 200 personnes au même endroit? Ou dans des endroits rapprochés? Ils ont des caches quand même. Ils ont des caches, des endroits où ils se cachent. Oui, ils ont dans un même endroit et tous. Et ces gens-là se servent de la population comme bouclier. Ils sont dans la population. Donc c'est un peu audacieux que d'affirmer que 200 ont été tués au cours d'un bombardement. C'est un peu audacieux. C'est là que ça donne un peu d'épaissement au cœur quand on doit réexaminer cette opération Shuja. Et donc voilà, pour moi, je me dis par rapport à tous les faits qui se présentent, les choses telles qu'elles se présentent à nous, cette opération, c'est un puissant échec. 2 ans, nous sommes presque dans la 3e année, où rien dans le fond n'a changé. Rien. On continue à massacrer. Même si on nous dit qu'on a tué celui qui était le leader du mouvement, Moussa Baloukou. Mais aujourd'hui, puisque les ADF ont prêté allégeance à l'État islamique, leur mode de fonctionnement, il ne fonctionne plus comme notre société avec un DG, s'il n'est pas là, tout s'arrête et nous plions bagage. Non. Eux, ils sont organisés de façon à travailler dans un petit réseau, sans forcément dépendre d'un grand chef. Et donc, automatiquement, lorsque vous éliminez un réseau, un autre se crée et se renforce. C'est comme ça que ça se passe. Donc, aujourd'hui, comme succès, vous nous dites avoir tué X ou Y, ça ne change absolument rien. Et voilà. Donc, ce sont des choses à réexaminer. Voilà, on tend vraiment vers la fin de cette émission. Dernière question à Fiston Leko d'abord. Il y a quelques jours, il y a un député, un ancien député, quelqu'un qui connaît bien la région, Juvenal Mounoubo, a dit que l'étau militaire a montré ses limites et qu'aujourd'hui, il est venu le temps de rassembler les enfants du Kivu, de l'Ituri et même parfois ceux de l'Ouganda pour parler de ces questions-là. Est-ce que c'est votre point de vue aussi d'appeler à un forum civil et peut-être militaire aussi, mais pour parler des questions de paix au-delà de se tirer dessus? Ben justement, l'étau militaire, je l'ai dit ici d'ailleurs, quand on parlait, dans l'entame de mon propos sur la question des EDF, l'étau militaire avec la question de l'Est ne suffit pas. Parce que quand vous analysez bien la question de cette partie de la RDC, vous allez trouver qu'il y a plusieurs groupes qui sont voilà, dans cette activité, dans l'activisme contre la RDC, et puis ils n'ont pas forcément les mêmes objectifs, et ils n'ont pas aussi forcément le même modus operandi. Donc ce sont des questions à analyser au cas par cas. Et même si il faut dialoguer, on ne va pas dialoguer avec tout le monde dans une forme d'homogénéité. Donc il faut aller de groupe en groupe. Il faut voir, parler avec les politiques, les administrateurs de territoire, même la société civile, coutumiers, les églises. Voilà, donc c'est ça aussi la solution à apporter. Mais on a déjà une expérience de la table ronde, des tables rondes qu'il y a eu ici, notamment avec la question de l'état de siège. On voit qu'il n'y a pas vraiment des solutions concrètes. On a vu aussi avec le processus de Nairobi, où les groupes armés, les responsables ou les représentants des groupes armés se sont retrouvés à Nairobi
pour discuter de la question de la paix à l'est de la RDC et ça n'a pas vraiment poussé vers des solutions adéquates. Mais l'espoir faisant vivre, moi je pense que la RDC ou les autorités de Kinshasa doivent continuer dans cette lancée, si pas, pourquoi pas aussi emprunter cette idée-là de Juvenal Monugo, lui qui est d'ailleurs très outillé dans la matière de l'insécurité dans l'Est, mais c'est aussi une question, on va dire, très complexe. Épouser cette idée-là et aller dans ce sens-là d'un grand dialogue, d'un grand forum, mais là, il faut aussi avoir la bonne foi ou la volonté de tout un chacun de pouvoir dire la vérité, de pouvoir dire ouvertement des revendications qui seront à la mesure de la capacité de Kinshasa de pouvoir répondre à tout cela. Et dans tout ça, la dernière solution de toutes les solutions, c'est la montée en puissance de notre État, la montée en puissance de notre capacité à dissuader toute force négative, à dissuader même nos voisins pour que nous soyons vraiment un État fort, comme le dit d'ailleurs l'intitulé de notre programme, faire de l'État congolais un État fort, uni et tout. Donc moi je pense que c'est ça la dernière des solutions. Quand nous sommes sécurisés, quand nous avons des services d'intelligence qui fonctionnent normalement, moi je pense qu'on va finir et venir à bout de toutes ces troupes, de tous ces groupes qui sont actifs dans l'Est de la République démocratique du Congo. Et là, on va quand même voir, si pas une relative paix, mais ça sera une paix totale pour nos frères qui sont à l'Est du pays. Voilà, dans mon mat, la même question. Est-ce qu'il faut aujourd'hui associer les chefs coutumiers, les administrateurs des territoires, les pasteurs, les gens, on va dire, de la société civile autour de cette question, comme l'a suggéré Fiston, comme l'avait suggéré aussi Juvenal Monugo, qui est quelqu'un qui s'y connaît en tout cas en matière de société là-bas, à l'est du pays. Est-ce qu'il faut penser à faire ça? Peut-être associer aussi peut-être une partie de nos amis ougandais, comme vous disiez. Je crois que ce sont des choses qu'on a déjà fait, qui ont été faites dans ces pays. Et rien n'empêche de le reproduire, mais en changeant de méthode et en se fixant des objectifs clairs par rapport à ce qu'on veut obtenir comme résultat. Et il faut savoir aussi que aucune guerre au monde ne se gagne que à l'aide des armes. Hein. Même quand on a gagné par les armes, on revient toujours à la table pour parler. Et donc, c'est n'est que normal si on suppose que, si on estime qu'il faut quand même faire asseoir tout le monde autour d'une table, discuter, se dire la vérité en face, réparer et envisager l'avenir d'une autre façon. Mais encore une fois, comme l'a dit Fiston et comme je le disais en début de cette émission ou tout à l'heure, il faut réinstaurer l'autorité de l'État, il faut miser sur la montée en puissance des FRDC et aussi il faut lutter contre certaines antivaleurs comme les tribalismes, la corruption, en particulier ici le tribalisme qui fait que certaines ethnies, certaines tribus Justement. peuvent se sentir frustrées, peuvent se sentir exclues. Il faut travailler sur des choses comme ça. Il faut que nous puissions avoir, et je crois que le chef de l'État est inscrit dans cette logique-là, il faut que nous puissions avoir un chef de l'État assez rassembleur, qui n'écarte pas des gens de par leur profit, de par leurs origines. C'est ce qui se fait déjà. C'est ce que je suis en train de dire. Ouais. Et donc, on doit continuer dans ce sens-là, avoir un président rassembleur, avoir des institutions qui reflètent la diversité de notre pays. Il faut travailler en sorte à ce que tout le Congolais puisse se sentir concerné par les questions du Congo. Et en ce moment-là, on peut espérer pouvoir en venir à bout de toutes ces questions des guerres qui écument l'Est de la RDC et bien d'autres coins du pays depuis des décennies.
Merci beaucoup, Domomat. En tout cas, je vais emprunter les mots de Fiston Leko d'autrefois. On a que le Congo, il faut le protéger. On n'a qu'un seul pays. On vous remercie, Domomat, pour vos interventions et vos analyses toujours pertinentes. On remercie également Fiston Leko pour ses analyses toujours profondes. On va remercier également l'ensemble de l'équipe technique à la régie. Merci également à tous nos fidèles téléspectateurs. On va se quitter, en tout cas Géopresse, c'est ici la fin de parcours. On va se quitter avec l'espoir de se retrouver la semaine prochaine. Ce sera toujours avec le même plaisir.